Bonjour à tous, je suis Florence Angioni, chef de clinique de médecine physique et de réadaptation à l'hôpital Fernand Vidal. Et dans cette vidéo, on va parler des compressions médulaires non traumatiques et du syndrome de la queue de cheval. Donc, c'est des situations cliniques qui sont fréquentes et dont le diagnostic doit être fait très très rapidement dès le début des signes pour limiter les conséquences physiopathologiques et fonctionnelles. Donc, on classe habituellement les étiologies en 3 grandes catégories en fonction de la localisation de la lésion par rapport à la moelle et par rapport au méninge. Donc, il y a d'abord les causes extradurales, c'est les plus fréquentes. Donc, il y a par exemple les étiologies tumorales avec les métastases vertébrales et épidurales. Donc là, par exemple, sur cette IRM, c'est une métastase vertébrale au niveau de T4 qui vient envahir en postérieur et léser la moelle. Il y a aussi des causes infectieuses avec les spondylodystites et des causes plutôt dégénératives avec un hernie discale et le canal rachidien rétréci, donc typiquement la myélopathie cervico-arthrosique, comme on peut voir sur l'image de droite en C3-C4. Ensuite, il y a des causes qui sont extramédulaires mais intradurales, et donc là, c'est plutôt les méningiomes et les neurinomes. Et enfin, les causes intramédulaires qui sont beaucoup plus rares, et donc il s'agit des épendymomes. Concernant la conduite diagnostique et la prise en charge en urgence, je vous invite à consulter les référentiels des collèges de neurologie et de neurochirurgie. Ce qu'il faut vraiment bien retenir, c'est que l'analyse du niveau de la lésion, elle est déterminante pour guider le niveau exploré par l'IRM. Et l'IRM, c'est toujours le seul examen de référence dans ce contexte. Donc, pour rappel, la moelle spinale, elle s'étend chez l'adulte du foramen magnum jusqu'au disque intervertébral L1, L2, et elle se poursuit ensuite par le filum terminal qui est entouré des racines lombaires et sacrées. Et donc, en fait, pendant la vie embryonnaire et les premières années de la vie, il y a une croissance différentielle entre la moelle spinale qui croît beaucoup moins rapidement que le rachis, et c'est pour ça qu'il y a un décalage entre le niveau vertébral et le niveau métamérique, et donc on observe une obliquité progressive des racines. Donc en fait, on considère qu'il y a un décalage entre le niveau vertébral et le niveau métamérique, globalement d'un niveau au niveau du rachis cervical inférieur. Au niveau du rachis thoracique supérieur, c'est plutôt 2 niveaux, et au niveau du rachis thoracique inférieur, c'est plutôt 3 à 4 niveaux. Donc en regard de L1, L2, c'est le cône terminal, donc c'est les dernières métamères sacrées. Et donc il faut bien tenir compte de ce décalage quand on fait notre diagnostic. C'est-à-dire que si on a une lésion qui est en dessous de la vertèbre L2, il ne peut pas y avoir de compression médulaire, c'est forcément plutôt un syndrome de la queue de cheval. Et donc pour rappel aussi, la moelle épinière, elle a 31 segments, donc il y a 8 segments cervicaux, 12 segments thoraciques, 5 segments lombaires, 5 sacrés et un segment qui est coccygien. Donc cliniquement, on identifie plusieurs syndromes. Donc tout d'abord le syndrome lésionnel. Donc c'est celui qui correspond vraiment au siège de la compression. Il correspond également à l'étendue en hauteur de l'atteinte de la substance grise, et s'il y en a des racines contiguës. Donc, en général, ça donne des douleurs qui sont de topographie métamérique. Donc, c'est typiquement les douleurs en hémiceinture au niveau des compressions thoraciques, ou ça peut aussi donner des douleurs radiculaires, notamment des névralgies cervico-brachiales quand il s'agit d'une compression cervicale. C'est des douleurs qui ont une topographie constante, donc qui permettent vraiment de bien localiser le dermatome atteint, et qui surviennent plutôt en éclairs, par salve, qui sont impulsives à la toux et qui se manifestent principalement au repos et notamment la nuit. Elles peuvent être associées à des déficits sensitifs ou des déficits moteurs, et à la modification des réflexes ostéotendineux dans les territoires métamériques lésés. Et donc dans ce cas-là, les réflexes ostéotendineux, ils sont plutôt diminués, voire abolis. Sous ce syndrome lésionnel, il y a un autre syndrome, donc le syndrome sous-lésionnel. Donc, il correspond, lui, plutôt
à l'atteinte des voies longues, descendantes et ascendantes au niveau de la compression, au niveau de la lésion. Il se manifeste plutôt par des troubles sensitifs, un syndrome pyramidal et des troubles vésico-sphinctériens. Et tout ça, ça apparaît plutôt progressivement avec une intensité et une typologie qui dépend en fait de l'intensité et de la localisation de la lésion dans le plan transversal. C'est-à-dire que si la lésion n'est pas complète, il y a des voies, notamment descendantes, qui peuvent ne pas être touchées et du coup, ça donne un tableau un peu incomplet. Ensuite, on parle de tétraplégie quand il y a un déficit moteur ou sensitif du fait d'une atteinte des segments cervicaux, donc à l'intérieur du canal rachidien. Ce qui veut dire que tout ce qui est lésion du plexus brachial, ça ne fait pas partie des traumatismes, ça ne fait pas des tableaux de tétraplégie, c'est des traumatismes de nerfs qui sont vraiment en dehors du canal rachidien. Et donc la tétraplégie, elle se manifeste par un déficit au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Et il ne faut pas oublier que ça touche aussi le tronc et les organes pelviens. La paraplégie, c'est le même concept mais plus bas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atteinte au niveau, il n'y a pas de lésion des segments cervicaux, c'est soit une atteinte au niveau des segments thoraciques ou lombaires ou sacrés, qui donne aussi des déficits moteurs et ou sensitifs, et donc toujours une lésion à l'intérieur du canal rachidien. Donc dans ce cas-là, les membres supérieurs, leur fonction est préservée. Par contre, on peut avoir, en fonction de la localisation de la lésion et du niveau, une atteinte au niveau du tronc, des organes pelviens et des membres inférieurs. Donc ce terme, il peut être utilisé en cas de lésion du cône terminal, en cas de lésion de la queue de cheval. Mais par contre, les atteintes du plexus thrombosacré, tout ce qui est traumatisme des nerfs périphériques en dehors du canal rachidien, ça ne rentre pas dans ce cadre. Et de même, on évite d'utiliser les termes de tétraparésie et de paraparésie, parce qu'en fait, ça décrit des lésions qui sont incomplètes, mais de façon très imprécise. Et à la place, on préfère utiliser l'échelle de déficience ASIA, donc l'ASIA Impairment Scale. Ça permet une approche qui est beaucoup plus précise de la description de la sévérité de la lésion médulaire et notamment de son caractère complet et incomplet. Et donc ça, c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu plus en détail dans la prochaine vidéo.